En septembre, la roue du temps qui passe semble s'immobiliser pour un instant de perfection. Aujourd'hui, la nurserie des girafes n'est fréquentée que par 2 jeunes animaux. Chez la girafe, des cornes flasques et aplaties sont déjà présentes au stade de l'embryon. Elles se redressent à la naissance et vont se développer jusqu'à mesurer 13 à 14 cm. Pendant toute sa vie, le girafon sera accompagné de ses anges gardiens qui se nomment oiseaux pique-bœufs. Ils l'alerteront si des hommes s'approchent. En contrepartie de ce service rendu, ils se nourriront de ses parasites. Donnant, donnant. C'est ce que l'on appelle une relation de symbiose. Les jeunes animaux de la nurserie sont confiés à la garde d'une girafe adulte, qui peut être leur mère ou leur tante, et vers qui ils aiment à se réfugier quand les oiseaux pique-bœufs deviennent importuns. Une journée morne, une journée de langueur que rien ne vient troubler. Mais la nature n'aime pas l'immobilité. Il lui faut sans cesse réinventer les périls auxquels elle soumettra les créatures vivantes. Ces dangers sans lesquels il n'y aurait pas de sélection naturelle et pas d'évolution. Le péril viendra bientôt de cette paille sèche qui crisse sous le pas de l'éléphant. Le temps béni de l'herbe verte paraît déjà lointain. Les pluies se sont taries et si les points d'eau sont encore nombreux, la sécheresse qu'on avait oubliée vient rappeler que la savane lui appartient aussi. Les éléphants l'ignorent encore, mais le drap d'or qui a recouvert la plaine dissimule un ennemi prêt à surgir. Il a traversé la savane l'année dernière, il reviendra sans doute l'an prochain. Il s'est fait précéder d'un air chaud qui dessèche les poumons et qui dévore l'eau de chaque plante. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour son retour. Il se lèvera sur la plaine dès qu'une étincelle l'appellera. Au début de la saison des pluies, le gang des guépards de Zacharie s'est taillé un territoire dans la savane du Masai Mara. À eux 4, ils forment une redoutable machine de guerre. Les guépards, que leur course fulgurante exténue si vite, gagnent à se grouper et à se relayer pour la chasse. Démonstration. Le sens tactique ne suffit pas toujours, surtout si la proie, ici une gazelle de Thompson, est agile et s'accroche trop à la vie. L'un des 4 chasseurs, Kitioko, repère une jeune gazelle. Ses comparses ont observé son manège, mais le laissent prendre l'initiative. Kitioko évalue la distance. Il est sûr de lui et maître de ses mouvements. Ce qui va suivre est mieux qu'une chasse, une démonstration de virtuosité.
commence par un sentiment de sourde appréhension. Dans le lointain, le ciel prend une couleur qui n'est pas celle du crépuscule. Les animaux s'inquiètent. Ils sentent venir à eux le souffle du dragon. Puis ils craquent, crépitent et explosent. L'incendie commence. Sauf s'ils sont allumés par la foudre, il est rare que les incendies de savane se produisent de manière spontanée. Des tribus, principalement Maasai, les allument en lisière de la réserve nationale de Masai Mara, de manière à réduire les paysages de buissons au bénéfice de pâturage pour leurs troupeaux. Leur but est aussi de diminuer les couverts qui servent d'abri aux prédateurs. Invariablement, le feu se propage à l'intérieur des limites de la réserve, prêt à calciner l'un des plus beaux sanctuaires de la vie sauvage. Si les conditions météorologiques viennent aggraver la situation, des tourbillons de fumée se forment, emportant avec eux des flamèches, des poussières et des braises. L'incendie se propagera plus vite et les colonnes de fumée deviendront des colonnes de feu. Bientôt, les flammes se présentent sous la forme d'un front qui progresse à toute vitesse. Les buissons s'embrasent aussi bien que l'herbe. L'herbe repoussera, mais pas toujours les buissons. L'incendie conduisant ainsi à une relative uniformisation du paysage. Une sorte d'énervement gagne insidieusement les animaux. Dans un concert de grognements, le lion se rapproche de sa compagne réceptive. Il faut qu'il se livre à de nombreuses copulations, plus de 2 par heure, pour que sa femelle parvienne à être fécondée. En effet, chez la lionne, un cycle sur 5 seulement produit une ovulation. En revanche, une fois l'ovulation accomplie, le taux de fécondité est très élevé, près de 95%. L'accouplement ne dure en moyenne qu'une vingtaine de secondes et se termine par des attitudes d'agressivité de la femelle que la rugosité du pénis a endolorie. Pendant ce temps, l'incendie gagne du terrain. Aucun obstacle, aucune colline ne parvient à l'arrêter. La sécheresse a parcheminé les herbes, les broussailles et les feuilles des buissons. Dans un crépitement général, l'incendie les embrase comme du papier. Déjà, la moitié du Masai Mara est touchée. Bientôt, si la progression des flammes se maintient, la situation deviendra plus dramatique encore. Un incendie de cette nature pourrait dévaster la totalité du pays Maasai et le rayer de la carte. Kigori la lionne, Wamba, Mama Kingua, Marie, Tai, Douma la guéparde. De laquelle d'entre vous pourra-t-on alors dire encore l'histoire? Des milliers d'oiseaux de diverses espèces se portent au-devant des flammes. En avant et en arrière du front, ils gobent des insectes, rôtis, ou capturent en rase-motte les reptiles qui tentent de s'échapper. Des oiseaux carnivores se joignent aux sabbats et dévorent de petits rongeurs paniqués. Par centaines de milliers, les gnous étaient venus au Masai Mara pour y trouver l'eau et l'abondance. Ce temps est révolu. Bientôt, ils rebrousseront chemin et par un autre itinéraire que celui de l'allée, regagneront les plaines de Serengeti. Mais pour l'instant, une seule préoccupation, s'éloigner de ces flammes qui empoisonnent l'air de leur fumée toxique. Ils le feront sans hâte ni panique. Quand on a vaincu tant d'ennemis au long du grand voyage, on ne redoute pas ces fantômes qui sortent de la terre en longs rubans dorés.
Le calme des gnous apaise les impalas et les zèbres, que la fureur du feu n'empêche pas de brouter. Car quand bien même les flammes se mettraient à courir, ils galoperaient toujours plus vite qu'elles. Tandis que peu à peu les animaux se retrouvent au-devant des flammes et comme poussés par elles, dans le lointain une femelle rhinocéros demeure prostrée. Elle se nomme Eronco. Sa mère, Marie, l'abandonna naguère pour donner le jour à un nouvel enfant. Ces craquements, ces odeurs de cendres, cette terre qui vibre, tout cela se rassemble dans son esprit pour former un pur moment d'angoisse. Et l'animal éperdu ne sait plus où il vit, ne sait plus qui il est. Pire que la mort, un face-à-face avec l'inconcevable. La sérénité des gnous n'était qu'une illusion, un malentendu face à un danger sous-évalué. À présent, Djoumbé, leur chef, ne parvient plus à canaliser ce sentiment qui s'enfle en eux et qui s'appelle la peur. La peur qui fait courir les gnous. Kigori la lionne l'a senti, humée, goûtée. Elle est prête à s'en délecter. La cavalcade continue. Kigori semble hésiter devant tant de gnous que l'incendie a rendu fou et aveugle. Si le cœur lui en disait, il ne tiendrait qu'à elle de célébrer une fête de mort, une orgie digne de sa race. Un carnage. Kigori procède par étouffement et n'entame pas encore la carcasse. Elle se met en quête d'une troisième proie. Mais la première, un jeune gnou, émerge des limbes où l'avait jeté la griffe et le croc de Kigori. Le souffle court, l'esprit embrumé, il ne lui reste plus qu'un instant pour regagner la berge ferme de la vie. La tâche est trop dure et si douce la tentation de renoncer. Mais pour le meilleur ou pour le pire, le choix de la vie est toujours le plus fort. Alors le gnou se redresse et finit par mettre un pied derrière l'autre. Le début d'une renaissance. Celui qu'on croyait mort est ressuscité. Son pas s'affermit, sa colonne vertébrale se remet en place, permettant la resynchronisation des mouvements. Bientôt, il galopera de nouveau parmi les siens. Kigori, dépitée, n'a pas réussi la fête grandiose qu'elle avait imaginée. Alors il lui faut continuer. Chasser, chasser encore, jusqu'à l'ivresse. Un seul problème. Fût-il stupide et préoccupé avant tout du feu qui approche, l'adversaire est averti et désormais conscient du danger. Kigori se retrouve avec un tableau de chasse réduit à une tête. Si cela ne suffit pas à la gloire, on s'en accommodera pour un repas. Comme pour la narguer, un dernier gnou, vivant, trop vivant, fait un crochet vers elle avant de s'éloigner.
Comme un grimpeur, l'incendie gagne les escarpements d'Olulolo à l'ouest. Bientôt, si cela continue, la plaine se consumera tout entière et l'incendie progressera vers le sud, détruisant l'ensemble de l'écosystème. L'herbe et l'herbivore, la proie et le prédateur se rejoindront à tout jamais, ne formant plus qu'une même cendre. Un jeune Bubal vient de naître et chemine sur des jambes mal assurées, tout près de sa mère. Mama Kingua, la hyène, trouve le spectacle intéressant. Les nouveau-nés sont une proie dont on peut se délecter à peu de frais. Il suffit pour cela qu'une hyène comparse vienne un instant distraire la mère, et le tour est joué. Mais Mama Kingua a un problème, elle est seule sur le terrain. Il n'y a pas de comparse. La mère se méfie. Qu'importe, Mama Kingua tente sa chance, elle s'élance. La hyène interrompt sa course. Les cornes de l'antilope sont dissuasives et d'autres bubals se sont rassemblés alentour. La mère devient menaçante. Mama Kingua se couche, aussitôt elle essuie une première charge. Le bébé se retrouve isolé. Est-ce l'occasion espérée? Non. La mère revient par derrière et chasse la hyène définitivement. La mère Bubal réconforte son enfant, elle le caresse du front et du museau. Bientôt, une autre antilope, adoptant une attitude protectrice, vient se mêler à la réunion de famille. Bébé Bubal saura désormais qu'il ne faut jamais s'éloigner de sa mère, dût-on risquer une collision. À voir la lune qui s'incline vers des herbages encore préservés, on pourrait croire à un crépuscule ordinaire. Pourtant, la plaine est meurtrie. Cette nuit, on entendra ses pleurs. En quelques heures, des millions d'insectes, des milliers de reptiles et de rongeurs, des centaines de mammifères ont trouvé la mort dans la fournaise. Si l'incendie continue, l'herbe repoussera, mais le paysage pourra se trouver profondément modifié. En effet, certaines espèces d'arbustes et de buissons peuvent disparaître, laissant la place à de vastes étendues d'herbage où les carnassiers et les éléphants ne trouveront plus les ombrages qui leur sont nécessaires. Or, rien ne peut empêcher le feu de se propager. Rien ne peut l'empêcher d'ignorer les limites administratives des parcs nationaux. Rien ne peut empêcher les Maasai qui ont embrasé la plaine de se sentir, à tort ou à raison, lésés par la priorité donnée à la vie sauvage, au détriment de leur propre économie. Non. Rien ne peut empêcher tout cela. La grande plaine sauvage agonise de ce mal qui s'ajoute à d'autres maux peut-être irrémédiables. Elle a connu avant celui-ci bien d'autres incendies auxquels elle a su survivre. Mais aujourd'hui, fragilisée par le tourisme, par la pollution et par le braconnage, la savane peut mourir d'un feu qui se prolongerait. Des flammes et des fumées montent vers le ciel comme une plainte, comme un souffle qui meurt. Le feu avance sur plusieurs fronts parallèles qui se rejoignent les uns après les autres. Une jonction générale s'opérera bientôt au milieu des braises et il ne restera plus à perte de vue une seule herbe vivante.
Faute de matière à consumer, tout étant dévoré, certains feux s'éteignent spontanément. Partout ailleurs, l'incendie ravage la savane depuis 3 jours. Les 2/3 de la plaine sont partis en fumée. Soudain, c'est le miracle. Celui que nul n'espérait plus. Un orage suivi d'une lourde pluie équatoriale qui s'abat et éteint l'incendie. D'un seul coup, le Masai Mara respire et boit l'eau du ciel. Partout, la chaleur était intense. Des braises couvaient encore au pied de chaque arbre que le feu avait épargné. Une vallée de larmes, un ossuaire à ciel ouvert, telle est pour l'instant l'apparence de cet univers de cendres. Et pourtant déjà, la vie est là, la vie revient. Avec circonspection et comme avec méfiance, les animaux tentent de reprendre le cours normal de leur existence. La savane des jours meilleurs se teintait de toutes les couleurs qui vont du jaune ardent au vert tendre. Le ciel se délayait dans des mélanges de gris, d'indigo, de pourpre, de mauve. De tout cela, il ne reste que du noir, au milieu duquel ne subsistent çà et là que quelques flaques de verdure, perdues parmi les cendres. Comme sur une autre planète, tout paraît s'être minéralisé. L'horizon, les arbres et ces statues vivantes parsemées sur le sol. Le bucorve du sud erre, plus silencieux qu'à l'accoutumée, en quête de quelques insectes ou batraciens grillés qu'auraient oublié les oiseaux passés avant lui. Son chemin croisera celui d'une colonne de gnous désemparés en quête d'improbables herbages. Les vautours ne sont pas les plus à plaindre. Quelques chairs, à peine carbonisées, restent souvent attachées aux carcasses des animaux brûlés vifs. Quelques amateurs d'insectes devront se contenter pendant quelques jours de nourriture cuite. Il en est de même pour l'oiseau secrétaire en quête de petits serpents morts. Très attaché à ses perchoirs habituels, le rôlier à long brun se met, comme tous les autres animaux, à la recherche de nouveaux points de repère dans un paysage lunaire et méconnaissable. Les autruches, en revanche, ne paraissent guère perturbées. L'incendie a gommé les bornes territoriales des uns et des autres. Des guépards venus d'ailleurs se prélassent sur un domaine qui n'est pas le leur. Noir sur fond blanc, sur fond noir. Voici Marie, rhinocéros noir, mère des roncos que l'incendie a rendu folle, et de Poussy, son nouveau bébé, âgé de 6 mois. Chassé par le feu, le grand mâle Karanja, que l'on distingue à sa première corne proéminente, s'est trouvé sur le chemin de Marie. Ils forment désormais une famille. Chez le rhinocéros noir, la lèvre supérieure forme un organe pointu et préhensile, comme une sorte de doigt qui permet de saisir avec dextérité les feuilles et les bourgeons des arbustes. Ce trait en particulier le distingue du rhinocéros blanc. Karanja doit marquer les limites de son nouveau territoire. Dans un désert, il lui faudrait près de 75 km². Au Masai Mara, quelques hectares lui conviendront.
La technique consiste à marquer d'urine ou d'excréments les frontières qu'il faut délimiter. Après l'incendie, il semble que tous les animaux territoriaux soient pressés de retrouver leur marque. Des arbres servent de borne au domaine des deux frères guépards venus de Talek. Ils se rendent donc au pied de chaque arbre pour y déposer, d'un jet d'urine, leur signature olfactive. Il faut cependant vérifier avant toute chose la présence éventuelle de marquages antérieurs. Un premier arbre a reçu la signalisation requise. Les frères de Talek se dirigent vers la borne suivante qui recevra le même traitement. En quelques jours, la savane renaît. Au milieu des herbes calcinées se dressent de nouvelles pousses, plus vertes, plus robustes. En quelque sorte, l'incendie a nettoyé et enrichi le sol. Il l'a préparé pour une nouvelle génération végétale. Parce qu'il s'est arrêté à temps, l'incendie a régénéré la plaine. Le seul risque serait que cette nouvelle génération soit anéantie par des herbivores trop affamés qui ne lui laisseraient pas le temps de grandir. Ce matin, un éléphant est né. Il se nomme Willy et n'a pas encore eu le temps d'apprendre à se tenir solidement campé sur ses jambes. Heureusement, sa mère, d'une trompe prévenante, le ramène quand il le faut à une posture mieux assurée. Willy découvre qu'il y a dans la vie des obstacles à vaincre. Il apprend en même temps qu'une mère est toujours là, quand l'obstacle est plus fort.
Dans la savane, il n'est de cicatrices qui ne se referment bientôt. L'incendie a brûlé les chairs et les esprits, il a tué le vert profond de l'herbe mûre. Mais c'était hier, et demain est déjà là. Au sommet d'un arbre, un couple de serpentaires ou oiseaux secrétaires parachève un nid qui pourra mesurer près de 2 mètres de diamètre. Chaque année, il sera réparé et réutilisé. Le couple, sédentaire, ne tolérera pas que d'autres oiseaux secrétaires s'installent sur son territoire d'environ 5000 hectares. Le mâle s'élance en quête de brindilles à ramasser sur le sol, où il se sent en vérité plus à l'aise qu'en l'air. Avec cet air sévère des secrétaires coloniales qui ont donné leur nom familier aux serpentaires, la femelle attend le retour du bâtisseur. La collecte n'était guère satisfaisante et le mâle devra mettre plus de cœur à l'ouvrage. Cette fois, la moisson sera abondante et de nature à satisfaire sa compagne. Ces tisserins ont construit leur nid en avril. Le nid est pendu aux branches d'arbres et ne s'ouvre que par un tunnel d'accès. Il convient que la partie supérieure, le plafond de la chambre de ponte, demeure parfaitement étanche. C'est pourquoi les tisserins consacrent l'essentiel de leur temps à des activités de construction. De plus, à peine un mâle, reconnaissable à ses couleurs vives, a-t-il séduit et fécondé une femelle, qu'il entame la construction d'un deuxième nid pour en séduire une autre. Et ainsi de suite. Paraissant fatigués par tant d'agitation au-dessus de leur tête, quelques lions se prélassent. L'herbe a vite repoussé et le temps des chasses miraculeuses reviendra vite. Chez les lions, l'heure est au repos et à l'attente. S'il existait une image du désarroi absolu, ce serait celle-là. Une girafe a mis au monde un bébé prématuré qui n'a pas survécu. Cette chose vivante qu'elle sentait palpiter au creux de ses flancs, elle ne la retrouve pas. Son bébé ne peut pas être cet amas de chair morte que convoitent les vautours. Alors la girafe le cherche ailleurs. Jusqu'au moment où elle doute et revient chasser les charognards qui se bousculent près du fœtus. Désespérée, la girafe s'interroge. Quelque chose lui échappe, elle ne comprend pas.
maudit vautour. Bientôt, la girafe repartira encore dans l'espoir de retrouver ailleurs, toujours ailleurs, ce bébé que la savane lui a volé. Comme d'autres herbivores, le buffle doit compléter de sel son régime alimentaire. De nombreux affleurements salins lui en offrent la possibilité. Il les fréquente régulièrement et y croise parfois des gnous ou des éléphants. Le buffle est considéré comme l'un des animaux les plus imprévisibles et les plus dangereux d'Afrique. Ses cornes ont toujours excité les convoitises. Les chasseurs en faisaient des trophées et les sorciers des remèdes pour guérir la stérilité des femmes. En dehors des zones où ils sont protégés, les buffles entrent en compétition avec les agriculteurs dont ils saccagent les plantations. De plus, ils risquent de contaminer les bœufs domestiques. C'est pourquoi le buffle a été exterminé et ne subsiste plus que dans les réserves et parcs nationaux. Malgré sa mine avenante et colorée, le rôlier à long brun est un oiseau agressif et batailleur. Il met toute son énergie dans des parades nuptiales semblables à des combats et peut entamer contre un petit serpent une lutte violente. En lisière des troupeaux de buffles vivent des clans de mâles, célibataires, qui passent une partie de leur temps à évaluer les forces de leurs rivaux potentiels. Les combats sont codés et ritualisés et se terminent rarement par de véritables violences. Un vieux mâle borgne contemple cette scène qui peut-être lui rappellerait ses jeunes années si des pique-bœufs importuns ne venaient sans cesse le distraire. Tout en s'observant avec attention, les deux jeunes mâles grattent le sol et tentent de résister à la pression de l'adversaire. Il convient d'obliger celui-ci à reculer et, si possible, de lui maintenir les cornes au ras du sol. Ici, en parvenant à fléchir l'encolure de son adversaire, le combattant de droite prend un avantage décisif. Le vaincu se laisse repousser de quelques pas avant de s'éloigner, ce qui signifie qu'il rend les armes. Il est rare de voir un buffle sans un cortège d'oiseaux pique-bœufs faisant bonbon sur son dos. Chacun est satisfait des prestations fournies par son compagnon. Le buffle offre aux oiseaux un approvisionnement permanent en tiques, puces et parasites divers, et les oiseaux garantissent au buffle un nettoyage de peau hygiénique et sans cesse renouvelé. Parfois, les oiseaux pique-bœufs se montrent un peu envahissants, notamment lorsqu'ils explorent des cavités naturelles telles que les oreilles et les narines, ou lorsqu'ils introduisent leur bec jusque dans les commissures des yeux. Mais à la vérité, près des points d'eau, la vermine grouille au point que le buffle ne saurait se passer d'eux. Quand il a bu les 30 à 40 litres d'eau qui lui sont nécessaires chaque jour, le buffle revient sur la terre ferme. Parfois, dans la confusion, un incident peut se produire, comme dans le cas de ce jeune animal dont le malheur fut de placer sa tête là où elle n'aurait pas dû être.
Du brasier qui enflamma la plaine, il ne reste déjà presque plus aucune trace. En 3 semaines, la nature a reconquis le terrain perdu et la savane demeure semblable à elle-même, avec ses zèbres dans la poussière du jour finissant, avec des mères et des bébés, avec la dépendance qui lie les uns aux autres, ceux d'ici à ceux d'ailleurs, ceux d'aujourd'hui à ceux de demain. Vivant dans le tiers du Masai Mara demeuré intact, Mama Kingua et ses enfants ont à peine senti passer le souffle de l'incendie. Leur vie a continué, à peine perturbée par le passage des animaux effarés à la recherche d'une terre que les flammes épargneraient. C'est le moment de téter et chaque bébé se prépare à accaparer une mamelle. Seul Kali manque à l'appel, qui préfère pour l'instant se reposer sur une motte de terre au vibrant soleil de septembre. Au grand étonnement de sa mère, l'un des bébés dédaigne la mamelle et préfère se diriger vers son frère, Kali, qui ne semble pourtant pas d'humeur à s'amuser. Le bébé resté près de Mama Kingua entreprend alors de jouer avec la mamelle de sa mère, qui ne cherche pas à l'en dissuader. De son côté, Kali devra bien céder aux injonctions de son frère et participer au jeu. Un éléphanteau d'1 an s'est éloigné de son troupeau pour découvrir à quoi ressemble le monde quand on l'explore sans surveillance. L'escapade sera de courte durée. Déjà, une femelle ramène le jeune fugueur dans le droit chemin. Revenu au troupeau, le jeune éléphant s'en prend à ce bébé de quelques heures qui se nomme Willy et qui est son cousin. Par goût du jeu ou par jalousie, il le rudoie. Willy se réfugie entre les jambes de sa mère. Il aimerait téter si elle voulait bien cesser de bouger et si l'encombrant cousin lui en laissait le temps. Le cousin freine le pas pour empêcher Willy de passer, mais cette taquinerie ne lui suffit pas et c'est à coups de pied qu'il poursuit la conversation.
Willy ne se sent pas de force à lutter contre un ennemi si puissant. Il tend sa trompe pour fraterniser, il se sent si faible avec son fragment de cordon ombilical encore attaché au ventre. De coups de pied en coups de genou, Willy comprendra vite que son cousin est un voyou. Cependant, Willy répond à chaque agression par une trompe tendue et implorante. « S'il te plaît, ne me bats plus, je veux être ton ami. » Willy ne recherche plus d'autre réconfort qu'un peu de lait bien chaud. Il trouve en tâtonnant la mamelle de sa mère et se met à téter. Il sera bien temps, plus tard, de gagner l'amitié de l'insupportable cousin. Pendant ce temps, deux éléphanteaux plus âgés jouent à se faire tomber. Et Willy songe peut-être qu'il lui faudra beaucoup de vaillance pour affronter un monde à la fois si fraternel et si brutal. Willy est un bébé plein de bonne volonté et ce que les adultes ou son cousin font, il tente de le faire à son tour. Mais la branche est rétive et la feuille moins appétissante que le lait maternel. Un jour, Willy devinera que dans la grande plaine, il y a un temps pour tout. Un temps pour l'enfance et un temps pour la maturité. Un temps pour les coups de pied et un temps pour la révolte. Un temps pour la flamme et un temps pour la pluie.